Alors, durant la nuit, les forces de sécurité israéliennes ont intercepté donc 2 drones offensifs. Oui, effectivement, on va faire un point d'abord sécuritaire. L'un de ces drones a été tiré à partir du Yémen vers le sud d'Israël. Il a été intercepté par les systèmes défensifs israéliens au-dessus d'Elat. Et l'autre a été tiré apparemment à partir du nord, dans les zones sous contrôle du Hezbollah. L'alerte rouge a été déclenchée dans plusieurs localités frontalières du nord du pays. Là encore, le drone a été intercepté par les forces israéliennes. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Et Daniel, au sein de Tsahal, on estime que le maintien du cessez-le-feu face à l'Iran dépend en priorité de la situation sur le front libanais. Oui, hier, le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni pour débattre d'une question clé. Doit-on poursuivre les attaques contre la direction du Hezbollah à Beyrouth ? La position de l'échelon politique et de l'échelon militaire également est qu'il faut poursuivre ces attaques à Beyrouth en riposte à tout tir de missiles ou de drones du Hezbollah en direction du territoire israélien. Dans ce contexte, le président libanais Joseph Aoun n'a pas écarté l'hypothèse d'une rencontre au sommet avec Binyamin Netanyahou, mais il a précisé qu'une telle rencontre ne pourra intervenir avant la conclusion d'un accord de paix entre les deux pays. Au sein de l'état-major israélien, on ne cache pas une certaine déception après l'arrêt de cette opération, et ce dès 17h hier. Oui, effectivement, on parle de guerre des 17 heures ici en Israël. Et pour cause, il s'agit de ce conflit entre l'Iran et l'État d'Israël. On aurait souhaité pouvoir profiter de cette reprise des hostilités pour frapper plus fort le régime iranien. Selon des sources militaires israéliennes, des dizaines d'avions de chasse de l'armée de l'air israélienne étaient prêts et armés hier en début d'après-midi sur des aéroports israéliens pour lancer une offensive massive contre des infrastructures du pouvoir à Téhéran. Mais c'est alors que Donald Trump a exigé l'arrêt des combats, provoquant un sentiment de frustration donc au sein de l'état-major israélien. Le Premier ministre israélien a pris la parole dans une vidéo dans laquelle il est revenu sur les développements de ces 2 derniers jours. Oui, M. Netanyahou a rappelé d'abord l'offensive israélienne de l'année dernière contre l'Iran. C'était donc effectivement au début du mois de juin, une offensive qui a, selon lui, massivement affecté les capacités nucléaires iraniennes. Et comme Trump, il a réaffirmé que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Il a expliqué aux Israéliens qu'au cours des 24 dernières heures, l'Iran et le Hezbollah ont tenté d'imposer de nouvelles équations et ils ont cru qu'ils pourraient tirer le territoire israélien vers le territoire israélien sans qu'il ne puisse y avoir de réaction de notre part. Cela ne s'est pas produit. Nous avons frappé à Beyrouth après des tirs du Hezbollah sur le nord du pays et nous avons frappé l'Iran après les tirs de missiles iraniens sur notre territoire. Le Premier ministre a parlé d'échanges constructifs avec le président américain Donald Trump lors de ses conversations téléphoniques au cours des derniers jours et il a rappelé le droit de l'État d'Israël à la légitime défense. C'est un droit que nous exerçons lorsque cela est nécessaire, affirme le Premier ministre. Et la nuit dernière, le président Trump a évoqué les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Oui, il a pris l'engagement que l'Iran ne se donnera pas donc de l'arme nucléaire et le président Trump a même promis que les États-Unis allaient remporter, je le cite, une victoire totale face à l'Iran d'ici 2 semaines. Un journaliste a demandé à Donald Trump si les États-Unis coopéreront avec Israël, si Binyamin Netanyahou devait décider de reprendre les hostilités contre l'Iran. Donald Trump a répondu « Je ne pense pas que cela va se produire. L'Iran fait ce qu'elle doit faire. » Dans une autre interview, le président américain a répété que lorsqu'il demande à Binyamin Netanyahou de faire quelque chose, le Premier ministre israélien le fait. Fin de citation. Alors concrètement pour les Israéliens, la défense passive a annoncé hier que la situation sécuritaire redevenait totalement normale à partir de ce matin 6h, à l'exception des localités du nord du pays. Oui, cela signifie que les écoles et lycées de tout le pays rouvrent à l'heure où je vous parle après une interruption donc de 24 heures. Les épreuves du baccalauréat peuvent effectivement également reprendre. L'activité professionnelle reprend également son cours normal et les salles de spectacle vont rouvrir ce soir. Toutes les restrictions de rassemblement qui ont été imposées pendant cette guerre des 17 heures sont également annulées dans les localités du nord du pays. Par contre, les restrictions habituelles sont maintenues. Et puis le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été officiellement suspendu de ses fonctions. Oui, la décision officielle a été prise à la suite d'une plainte déposée par une employée de son bureau qui l'avait été accusée de l'avoir harcelé sexuellement. Il s'agit d'une suspension provisoire tout de même, mais l'on considère que le procureur ne pourra pas reprendre ses fonctions face aux accusations qui sont portées contre lui. On considère toutefois que cette suspension ne devrait pas impacter le travail du bureau du procureur dans la mesure où Karim Khan avait déjà quitté ses fonctions il y a 1 an
Il faut rappeler que la décision de Karim Khan de lancer des mandats d'arrêt contre Binyamin Netanyahou et contre Yoav Gallant à propos de la guerre dans la bande de Gaza, cette décision avait été prise avec cette affaire donc d'accusation de harcèlement sexuel en toile de fond. Et en Israël, on avait alors accusé Karim Khan d'avoir ainsi voulu détourner l'attention des accusations portées contre lui. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 à Beersheva et 40 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe des libéraux sein du Likoud. Alors, on va pas tout à fait parler politique parce que les élections, c'est pas encore annoncé officiellement, mais on a beaucoup de questions à vous poser autour de ce qui s'est passé au cours des 48 dernières heures, de ce que l'on appelle désormais en Israël la guerre des 17 heures de conflit entre l'Iran et l'État d'Israël, et on va dire des sentiments, il faut bien avouer, mitigés, parce que, eh bien, c'est ce que dit l'état-major et c'est ce que disent aussi certains ministres au sein du cabinet restreint. Eh bien, on aurait pu profiter de cette occasion pour frapper un coup plus fort sur l'Iran ou à défaut, eh bien, pour frapper plus fort le Hezbollah, afin de neutraliser au moins l'une des deux menaces. Quelle est votre appréciation ? Vous l'avez exprimé sur les réseaux sociaux ? Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, évidemment, on peut toujours faire plus et mieux, ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense que, vous savez, chaque guerre, à la fin, doit être jugée par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qui est atteint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que tout s'est passé très rapidement. Donc, dimanche matin, donc il y a 48 heures, le Hezbollah a tiré, plutôt, on va revenir à la semaine dernière. Il y a un accord, en fait, Oui. de cessez-le-feu, disons, partiel, qui a été atteint entre Israël et le Liban, le Hezbollah. Non, c'est Israël et le Liban, pas le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas là-dedans. Non, mais absolument. Mais de fait, Israël a accepté de ne pas attaquer à Beyrouth, mais Israël a obtenu la main libre pour continuer à travailler contre le Hezbollah au sud du Liban. D'accord? Oui. Et dans le reste du Liban, en fait. Dans tout le Liban, à l'exception de Beyrouth. OK, ça c'est le deal. Bon, ça c'est un deal qui a été imposé par le président américain, on le sait ça depuis longtemps. Oui, mais c'est pas un mauvais deal pour dire la vérité, parce que l'essentiel du... À part que ça paralyse on va dire l'échelon militaire qui dit plus d'une fois qu'il combat au sud du Liban les mains liées et qu'il ne peut pas frapper massivement la direction. Au sud Liban, l'idée c'est justement de combattre quand on n'a pas les mains liées. D'accord ? Donc, et en gros, cet accord le permettait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dimanche matin, le Hezbollah, qui avait depuis la semaine dernière respecté en fait l'accord pendant quelques jours... C'est-à-dire il n'a pas frappé en direction du territoire israélien, c'est ça ? Voilà, n'avait pas frappé directement les localités israéliennes. Et de nouveau, c'est un bon deal pour Israël, parce qu'en guillemets, pouvoir continuer à travailler au Sud-Liban, ce qui est l'essentiel de ce que nous avons besoin de faire, alors que nos localités sont protégées, c'est bien. C'est fondamentalement, c'est bien pour nous. D'accord ? Donc... mais à partir de ce moment-là, oui. À partir du moment où le Hezbollah viole cet accord... a tiré quelques drones, je crois, dimanche matin sur je ne sais plus quelle localité israélienne, et donc n'a pas respecté l'accord de la semaine précédente. Et donc, à partir du moment où le Hezbollah a fait ça, Israël... qui avait annoncé d'avance que si un cas de figure pareil allait se passer, Israël allait contre-attaquer en attaquant à Beyrouth, ce qu'Israël a fait. Et donc, il y a eu une attaque à Beyrouth dimanche dans la journée. Qui a provoqué effectivement une réaction de l'Iran et qui l'Iran a fait monter la tension en disant... dit, mais si vous attaquez Beyrouth, on va vous attaquer. Ce qu'ils ont fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'Iran était trop confiante dans ses capacités. Et donc, elle s'est dit, mais Trump est faible, ce qui est d'ailleurs pas complètement faux, mais Trump est faible, il va empêcher Israël de répondre, donc on peut attaquer Israël avec impunité. Et donc, on va imposer à Israël d'arrêter non seulement de taper sur Beyrouth, mais en fait,
les localités israéliennes vont de nouveau devenir des cibles de facto légitimes du Hezbollah sans qu'Israël puisse répondre en attaquant à Beyrouth. Ouais. C'était ça l'objectif. Bon, cet objectif a complètement échoué, totalement échoué. Israël, évidemment, a contre-attaqué avec ou sans l'approbation de Trump, peu importe d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est mieux si ça a été fait sans l'approbation de Trump, parce qu'Israël a démontré que même s'il y a un président républicain qui est très pro-israélien à la Maison-Blanche, on est à la fin une nation indépendante et on fait pas ce qu'on veut, parce que personne ne fait vraiment ce qu'il veut, mais disons, on peut agir de manière indépendante même vis-à-vis de lui. Et là, les Iraniens ont compris le message et ce que j'ai expliqué dans mon post, c'est que même, c'est qu'en général, dans toutes ces guerres depuis de très nombreuses années, l'opposant à Israël, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit l'Iran ou d'autres, toujours insiste pour être le dernier à tirer. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, c'est très rare. D'ailleurs, j'arrive même pas à me souvenir d'un précédent à cette situation depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est l'Iran qui a supplié d'arrêter parce qu'ils ont subi des dommages considérables sans avoir la capacité d'infliger de dommages à Israël. Parce que ça, il faut s'en souvenir. Ils ont tiré, je crois, entre 22 et 24 missiles. Il y a 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts. Hein. Donc, ils n'ont pas eu véritablement la possibilité d'infliger des dégâts à Israël. Israël a répondu de manière très violente. Nous avons détruit des systèmes de DCA, Oui. donc de défense contre avion. Nous avons détruit une usine pétrochimique, etc. Donc, c'est significatif. Alors justement, je voudrais m'arrêter sur ce point parce que... Et attendez, excusez-moi, Oui. excusez-moi, je rajoute juste une phrase qui est importante. Et à la fin, la conclusion, c'est que dans les menaces rituelles des leaders du régime iranien, cette fois-ci, on ne parle plus du Sud-Liban. En d'autres termes, on est revenu à l'accord de la semaine dernière où ils disent « Ah, si vous allez attaquer Beyrouth, on vous attaque de nouveau ». Mais, et au contraire de ce qu'ils avaient dit dimanche dans la journée, on ne parle plus du Sud-Liban. Donc on distingue ce qui les s'est passé, deux c'est qu'il n'y a fronts. pas eu un match nul. Israël a gagné ce round et l'Iran est revenu en arrière. Justement, par rapport aux frappes israéliennes, on dit ce matin dans la presse israélienne qu'il y a une frustration au sein de l'échelon militaire qui aurait voulu que cela se prolonge plus longtemps et que l'on puisse frapper des cibles iraniennes, d'autres cibles iraniennes. Il paraît qu'apparemment hier, donc l'armée de l'air a déjà frappé des infrastructures du pouvoir et même des usines pétrochimiques. La question qu'on se pose, c'est de dire qu'est-ce que peut faire aujourd'hui l'État d'Israël ou l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne en Iran qu'elle n'a pas encore fait. C'est-à-dire pourquoi c'est-à-dire la guerre a duré 40 jours depuis le 28 février. Pendant 40 jours, il y a eu des milliers et des milliers de raids israéliens. Pourquoi il y a encore des cibles majeures qui n'ont pas été encore détruites du régime des Mollahs? Bon, alors d'abord, objectivement, je ne sais pas si les gens le savent, mais l'Iran est grande comme 3 fois la France. Donc c'est la moitié de l'Europe. Donc c'est un pays gigantesque. Et je peux vous dire, pour avoir un ami qui est pilote et qui a passé beaucoup de temps au-dessus de l'Iran Ces derniers mois. pendant les 2 guerres, il me disait que même si on avait 10 fois plus de munitions et des mois, on aurait encore quoi attaquer là-bas. Il y a une quantité astronomique d'objectifs. Oui. Ça, c'est une première chose. Imaginez-vous que vous attaquez en même temps, j'en sais rien, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Bon, il y a beaucoup de travail. Hein. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, de manière plus profonde, au-delà de la liste des cibles. de cibles à taper, il y a une cible qui est importante, qui n'a pas été tapée et qui, pour l'instant, ne peut pas être tapée. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont les infrastructures énergétiques iraniennes, donc le gaz et le pétrole. Bon, il faut comprendre qu'on peut détruire toutes ces infrastructures en 48 heures, pour le coup, mais on ne l'a pas fait. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce que il faut comprendre les conséquences. Les conséquences, et les Iraniens ont prévenu, c'est que si Israël et les États-Unis venaient à détruire toutes ces infrastructures énergétiques, leur réponse serait une attaque de missiles sur les infrastructures énergétiques, gaz et pétrole, des pays arabes du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, peut-être Oman aussi. Donc, quel serait le résultat d'une séquence de combats pareille? Parce qu'ils ont les capacités de causer des dommages considérables à ces infrastructures, on l'a vu,
et les défenses antiaériennes des pays arabes et même les fortifications autour Ok. de ces, Alors, de ces je comprends, infrastructures sont comprends. tellement faibles qu'ils ne peuvent pas se protéger. Donc le D'accord. résultat, c'est le baril du pétrole à 200, 250 ou 300 dollars D'accord. Alors overnight en ça, on peut quelques jours. comprendre ça. Maintenant, je voudrais avoir votre avis sur une proposition qui a été faite par Bezalel Smotrich hier lors de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale, qui a dit, Attaquer justement à Beyrouth, à part voilà, de dire, c'est pas véritablement efficace de frapper l'Iran parce que finalement, il n'y a pas de visibilité, on ne voit pas vraiment l'impact que cela provoque dans la société, dans le régime iranien. Par contre, poser une équation en disant à chaque missile qui sera tiré en direction du territoire israélien par le Hezbollah, eh bien, Israël ripostera en détruisant une vingtaine d'immeubles du quartier de la Dakhia à Beyrouth. Eh bien, ça aura un impact qui pourrait se répercuter après sur les conditions d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est assez habile comme proposition, n'est-ce oui, pas? oui, moi je pense que c'est une très bonne idée, absolument. Et vous pensez que Israël peut déplacer cette équation même maintenant et frapper aujourd'hui massivement le Hezbollah pour essayer de pousser même l'Iran à accepter des conditions qu'elle n'accepterait pas de la part des États-Unis sinon? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que l'accord qui a été signé la semaine dernière fait en sorte que le Hezbollah ne doit pas attaquer les localités israéliennes et en échange, nous n'attaquons pas directement à Beyrouth. Donc, si le Hezbollah transgresse l'accord, si le Hezbollah attaque les localités israéliennes, donc par définition, nous avons le droit d'attaquer à Beyrouth. Et quel genre d'attaque? Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord, raser la Dakhia, c'est une très bonne idée, il faut le faire progressivement en fonction d'une équation. Une attaque, un drone, un missile, une roquette sur une localité israélienne, on peut discuter du nombre d'immeubles, 10, 20, 30, 50, peu importe, mais il faut que le prix soit complètement disproportionné et il faut qu'il soit radical, tout en avertissant à l'avance évidemment l'endroit qu'on va attaquer pour évacuer tout le monde, pour pas qu'il y ait de morts et de blessés. Mais une fois les endroits évacués, on détruit tout. Et puis je pense qu'après quelques dizaines d'immeubles détruits, le Hezbollah va s'arrêter. Voilà. Eh bien, écoutez, on n'a pas le temps. Bon, j'aurais voulu peut-être essayer d'avoir avec vous mesurer l'impact de cette campagne sur les prochaines élections. En un mot, vous pouvez me dire, vous pensez que ça aura un impact positif sur la campagne du Likoud qui va démarrer prochainement? Alors, je ne sais pas parce que je crois que le peuple israélien veut des résultats. Et quand on parle de résultats, on ne parle pas de résultats au point, on aimerait avoir un knockout. Je ne suis pas sûr que un knockout soit possible. Bon. Donc je dirais que c'était un round de boxe avec une victoire au point. Victoire au point. Alors on verra effectivement s'il y a un impact dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Amir Weitman d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer donc les tenants et les aboutissants de cette guerre des 17 jours. Merci, bonne journée, à bientôt. 17h. 17h, oui effectivement. Merci, c'est tellement court. Merci beaucoup Amir. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde de foot aux États-Unis et après 2 mois d'un cessez-le-feu très volatile décrété par Trump avec le régime des Mollahs, une nouvelle équation stratégique a été imposée au plan régional par l'Iran qui a tiré dès la soirée du 7 juin et le lendemain matin plus d'une dizaine de missiles sur le territoire israélien. Or, le président américain a une nouvelle fois reculé devant l'arrogance iranienne et celle du Hezbollah en exigeant d'Israël qu'ils ne répliquent surtout pas à leurs attaques. Voilà des semaines que les Israéliens du nord du pays subissent les insupportables conséquences d'un cessez-le-feu qui n'existe que dans la tête de certains diplomates américains et de quelques observateurs internationaux ou européens complètement éthérés, et ce alors que le Hezbollah a exploité cette pseudo-pause pour continuer chaque jour de bombarder à son gré les soldats de Tsahal et les citoyens de la Galilée, à tel point que ce conflit est appelé de manière ironique en Israël la guerre du cessez-le-feu. Or, c'est le moment qu'a choisi le président Trump pour éructer, voilà quelques jours, contre le Premier ministre Netanyahou, avec la vulgarité et parfois la grossièreté qu'on lui connaît.
Ainsi, lors d'une conversation téléphonique très houleuse entre les deux hommes, qui a eu lieu le 1er juin dernier, relatée en détail dans la presse américaine, Trump a carrément imposé à Netanyahou, comme s'il était son vassal, d'annuler sur le champ les ordres donnés 2 heures plus tôt à Tsahal de répliquer à l'escalade du Hezbollah en bombardant les arsenaux et les QG de la milice chiite aux ordres de Téhéran, située à Dahrieh, le quartier chiite de Beyrouth. Et ce, de la manière unilatérale et soudaine qu'il avait proclamé à la mi-avril un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, d'ailleurs jamais respecté par le Hezbollah, allant jusqu'à traiter ni plus ni moins son allié, le chef du gouvernement israélien, de fou, crazy, en précisant que ses interventions protectrices l'avaient aidé à Netanyahou à ne pas aller en prison. Trump devait ensuite surenchérir en ajoutant lors de cette conversation historique une triste assertion de 10 mots, autant injurieuse qu'inacceptable pour tous les Israéliens. Et qu'a-t-il dit ? Eh bien, si je n'étais pas là, il n'y aurait plus d'Israël. Fin de citation. État en principe souverain indépendant placé des semaines sous les tirs constants des roquettes et des drones meurtriers du Hezbollah, Israël s'est donc retrouvé dans la position humiliante de devoir annuler ses opérations à Beyrouth et donc d'obtenir à l'avenir le feu vert de Washington pour oser défendre ses propres citoyens, pourtant sous le feu au nord du pays. Cette insistance obstinée et déplacée de Washington a préservé ses propres chances de poursuivre des négociations actuellement gelées avec l'Iran et d'encourager, ce faisant, le cycle des pourparlers dits de paix en cours dans la capitale américaine entre Israël et le gouvernement libanais, à l'heure d'ailleurs où ce dernier n'a strictement aucun moyen de désarmer concrètement et de juguler le Hezbollah. Eh bien, tout cela a de facto créé un sanctuaire inviolable pour les leaders de la milice chiite et leurs armes sophistiquées planquées avec eux dans les sous-sols de Beyrouth, alors qu'ils continuent de bombarder le nord d'Israël. Et ce, d'autant que le Hezbollah a réitéré son ferme refus d'être lié en quoi que ce soit aux décisions que pourraient prendre les négociateurs libanais et israéliens, en répétant vouloir poursuivre la guerre à son gré, puisque son but ultime, comme celui de l'Iran, est la destruction de l'État hébreu. Il est donc clair pour Israël qu'accepter telle quelle cette ordre péremptoire de Trump revient à avoir les mains liées et à ne pas pouvoir défendre comme il l'entend la sécurité de ses propres citoyens. Ce qu'Israël a fort heureusement refusé en bombardant dans la journée du 7 juin un QG du Hezbollah à Beyrouth. Au-delà des hauts et des bas qui ont jalonné depuis des décennies les relations entre les États-Unis et Israël et surtout les relations parfois très houleuses entre les différents présidents américains et les premiers ministres israéliens, il reste dans cette affaire, et très au-delà des détestables écarts de langage de Trump lui-même, qu'en acceptant ainsi de lier la question iranienne au dossier libanais, l'hôte de la Maison-Blanche a permis au régime des ayatollahs de réussir en grand son pari effronté de gagner encore du temps après une guerre de 40 jours qu'il a beaucoup affecté et de conditionner la poursuite de ces problématiques négociations actuelles avec les Américains à ce qui se passe sur le front libanais. Or, ce linkage agréé par Trump qui revient de facto à offrir pour l'instant sur un plateau d'argent, en attendant d'ailleurs la suite des événements sur le terrain, eh bien une presque victoire au Hezbollah et à son patron perse. Car c'est bien, bel et bien pour défendre coûte que coûte l'Iran et en devenir l'un des principaux boucliers stratégiques régionaux que cette milice chiite, devenue au fil des ans le bras avancé des mollahs de Téhéran sur la frontière nord d'Israël, a été créée, entraînée et sponsorisée à coups de milliards de dollars par Téhéran. Mais il y a plus grave encore dans cette conversation téléphonique de Trump avec Netanyahou. Entendre ainsi le chef de son allié américain, avec lequel Israël a combattu à 2 reprises depuis 1 an pour détruire une bonne partie de l'arsenal nucléaire iranien, 85% des industries militaires perses et une part non négligeable de son stock de missiles balistiques, l'entendre ainsi prendre sur sa propre personne tout le crédit de la survie et de l'existence même de l'État juif est proprement inacceptable. Car même si Trump a jusque-là beaucoup fait pour Israël, en reconnaissant d'abord Jérusalem comme sa capitale, en y ouvrant une ambassade américaine, en prenant aussi acte de la souveraineté de l'État juif sur le Golan et en impulsant les accords d'Abraham, puis en favorisant la conclusion d'un accord qui a permis de faire sortir des dizaines d'otages israéliens des tunnels du Hamas à Gaza, il reste qu'une véritable amitié entre les deux pays doit reposer sur un rapport de respect et d'égalité entre eux et non sur un tel lien de subjugation et de piétinement de la fierté nationale israélienne. Si le soutien américain à Israël demeure encore pour longtemps stratégiquement essentiel, aucun homme politique d'outre-Atlantique, aussi influent soit-il, n'a en main les clés de la destinée d'Israël.
Comme l'avait magistralement expliqué en juin 1981 le Premier ministre Menachem Begin au président américain Ronald Reagan, quand ce dernier avait voulu sanctionner Israël après la destruction par Tsahal du réacteur nucléaire Osirak construit à Bagdad par le dictateur irakien Saddam Hussein, d'ailleurs avec l'aide de la France, les fondements de l'État d'Israël existent depuis bien avant l'entrée en fonction et les actions, les sautes d'humeur ou les intérêts de tel ou tel président américain. C'est qu'au lendemain de la Shoah, l'État d'Israël a été rebâti par les efforts et les larmes de ses pionniers, par le sang de plusieurs générations de courageux soldats qui ont combattu et remporté tout seuls une série de guerres miraculeuses de survie face à d'innombrables ennemis. Les fondements de cet État reposent en effet sur une charte morale et spirituelle datant de plus de 3 millénaires, sur une volonté inébranlable de survie, sur la résilience, la créativité et la foi du peuple d'Israël, qui existeront bien après la fin de carrière de tel ou tel homme politique étranger, fût-il l'un des chefs d'orchestre actuels ou supposé-tel du nouvel ordre mondial. À quelques jours de l'ouverture du mondial aux États-Unis, le fait que Trump ait voulu dans cette nuit du 7 juin encore empêcher Israël de répliquer à la reprise des tirs de missiles iraniens sur son territoire ne constitue en rien une prétendue ruse de la part du président américain face aux Iraniens, mais bien la preuve qu'il n'agit désormais qu'en fonction de ses propres intérêts et de ceux, bien compris et stricto sensu, de son seul pays. Pour Israël, écouter sagement ce second Dante de Trump, en ne ripostant pas à ces tirs, serait revenu à laisser le champ libre au linkage voulu par Téhéran entre le front iranien et le front libanais. Or, fort heureusement, Israël a pu résoudre lui-même ce dilemme imposé par Trump, au risque d'ailleurs de s'attirer ses foudres, en répliquant quelques heures après à l'attaque de l'Iran. Ce que Marco Rubio, pourtant lui-même ministre des Affaires étrangères de Trump, a pour sa part fort bien compris en déclarant étonnamment lors de cette nuit de guerre, je cite, « Seules les nations abêties ne répliquent pas quand des ennemis attaquent leur territoire ». Les manchettes des quotidiens israéliens reviennent ce matin bien évidemment sur cette guerre des 17 heures, comme on commence à l'appeler du côté de Jérusalem. Voilà, c'est ça Rudy. Effectivement, le Israël Hayom, lui, parle en manchette d'une guerre des équations, alors que l'État d'Israël revient à un rythme normal, à l'exception des localités du nord du pays. Les Iraniens durcissent à nouveau le ton et menacent de tirer des missiles sur Israël si Tsahal devait attaquer soit l'Iran, soit le Liban. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, promet toute attaque du Hezbollah contre le territoire israélien entraînera une riposte contre la ville de Beyrouth. Un haut responsable israélien, lui, est persuadé que ce n'est pas terminé, qu'il y aura à nouveau un nouveau round de confrontation entre les deux pays. Le Yediot Aharonot, lui, parle en manchette d'une bataille et d'un coup de frein. Oui, le journal nous montre en illustration une photo impressionnante d'un missile iranien qui s'est abattu sans exploser entièrement dans le sable de la Samarie dans la nuit de dimanche à lundi. Le journal parle de retour à la normale moins de 24 heures après l'attaque israélienne de la Daria et après la riposte des Iraniens. En Israël, on reconnaît que Donald Trump a forcé Benyamin Netanyahou à cesser le feu, mais l'on précise, nous ne laisserons pas Téhéran instaurer de nouvelles équations. Et dans le Yediot, également sur le site Ynet, Itamar Echner lève le voile sur ce qui s'est passé entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou au cours de ces 2 derniers jours. Oui, Itamar Echner affirme que Donald Trump avait été mis au courant de l'attaque de Tsahal contre le quartier de la Daria à Beyrouth et il avait autorisé M. Netanyahou à frapper modérément si le Hezbollah devait attaquer le nord d'Israël comme cela s'est effectivement produit. Mais lorsque la situation s'est dégradée et que l'on s'est dirigé vers une opération massive en Iran des Israéliens, Donald Trump a lancé à M. Netanyahou: si vous élargissez les combats en Iran, vous resterez seul. Itamar Echner écrit qu'à Jérusalem, on est déçu aujourd'hui et l'on estime que l'on aurait pu tirer plus de profit de ce round de confrontation rapide. Dans le Maariv, on retrouve une partie de ces révélations telles qu'elles ont été faites au site Axios, le célèbre site d'information américain, avec une précision toutefois. L'Iran accuse Donald Trump d'avoir modifié les paramètres des pourparlers et au bout du compte, la différence d'approche entre Israël et les États-Unis est en train de s'approfondir. Les Américains ne veulent pas revenir à la guerre, écrit ce matin dans ce site Axios Barak Rabid, le correspondant de la chaîne 12 de la télévision israélienne.
Alors, que disent les éditorialistes israéliens dans la presse ce matin ? Alors ils sont nombreux, Rudy, à réagir, en particulier dans le Israël Hayom. Danny Zaken écrit que Benjamin Netanyahu a persuadé Donald Trump qu'il fallait riposter. Et au bout du compte, les raids israéliens en Iran ont été entièrement coordonnés avec les Américains. Le général Tzvika Haïmovitch constate que le nombre de missiles tirés par l'Iran durant ce round, environ 24, était supérieur à ceux tirés à la fin de la précédente confrontation. Cela prouve que l'Iran parvient à consolider son axe chiite et que le régime des Mollahs est là pour rester. Nilar Chouval parle de frustration en Israël où l'on estime que l'Iran a réussi à instaurer une nouvelle équation. On peut lire également des éditos dans Non, et justement pour Voilà. le correspondant militaire du Israël Hayom, Yoav Limor, Israël se trouve avec ses équations dans un piège dangereux. Oui, un piège qui risque de nous conduire vers une nouvelle confrontation si nous devons reprendre la guerre alors que ce soit à la puissance maximale, écrit ce matin. Donc Yoav Limor pour Shachar Kleinman, toujours dans le Israël Hayom. Israël se retrouve dans une situation intenable et pour lui, il faut frapper aujourd'hui la direction du Hezbollah à Beyrouth. Pour Amnon Lord, ce round de 17h prouve que l'Iran reste le principal front. Trump a montré qu'il n'est pas un virtuose de la négociation en laissant les Iraniens faire du Hezbollah une carte maîtresse dans les négociations. Shirit Avitan Cohen estime que Netanyahou a décidé de ne pas entrer en confrontation majeure ni avec Donald Trump ni avec les Iraniens. Pour Meir Ben Shabbat, le véritable examen de passage sera de savoir si Israël continuera à attaquer à Beyrouth. Pour Ariel Kahana, c'est Mortaba Khamenei qui a cédé le premier, même si au bout du compte, le résultat n'est pas parfait pour Israël. Et enfin, Itai Ilnai pose le dilemme de Benjamin Netanyahou, soit mener le combat, soit se plier au diktat de Donald Trump. Et on en vient donc aux éditoriaux du Yediot Aharonot. Oui, pour Ronen Bergman, pas de doute, c'est l'Iran qui a dit le dernier mot dans cette confrontation. Israël n'a pas réussi à entraîner les États-Unis dans un nouveau round et à laisser l'Iran donner le ton. Cela prouve les limites de l'usage de la force. Nadav Eyal parle d'une forme d'humiliation pour Netanyahou qui a dû expliquer pourquoi Israël réagissait à un tir iranien. Tzipi Shlimovitch, elle constate que cela fait bien longtemps que Donald Trump a perdu tout intérêt dans la guerre actuelle au Moyen-Orient. Ben Dror Yemini lui dresse une constatation intéressante. Il affirme que dans une guerre contre une idéologie comme celle menée par l'Iran, eh bien, les rapports de force sont moins importants, de telle sorte qu'il est erroné de penser que si Israël réagit massivement et frappe durement les Iraniens, eh bien, le régime des Mollahs suppliera de cesser le feu. C'est mal comprendre leur état d'esprit. Et il écrit, selon la logique de Donald Trump, s'il avait été président des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il aurait exigé d'Hitler et de Churchill de cesser immédiatement les hostilités. Et puis enfin, ce matin, le Yediot consacre en marge des hostilités un dossier à ce qu'il appelle la génération des années perdues. Et oui, il s'agit de cette génération de jeunes Israéliens qui vont s'enrôler cet été dans Tsahal, mais qui ont connu une scolarité, c'est le moins qu'on puisse dire, très chaotique, depuis les années Corona en 2020 jusqu'à cette nouvelle confrontation qui remet en cause les examens du baccalauréat, en passant par plus de 2 années et demie de guerre sur de multiples fronts consécutifs au 7 octobre. Au total, près de 7 années de scolarité dans des conditions inhabituelles pour ces lycéens. Après l'annulation hier des épreuves du bac, eh bien, ils s'expriment, ils parlent de déception et une déception sur une très longue échelle de déception qu'ils ont eue durant cette scolarité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Didier Djadi. Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous, ça va, mais on voulait effectivement aussi savoir comment ça va du côté des opposants iraniens. Vous êtes professeur en sociologie à Paris, vous êtes opposant au régime actuel des Mollahs et on voudrait avoir votre sentiment après donc cette guerre que l'on appelle en Israël la guerre des 17 heures, qui pour beaucoup d'observateurs israéliens, qu'ils soient militaires ou civils, politiques, eh bien, s'est terminé trop tôt. On aurait dû continuer les frappes sur l'Iran. Vous êtes dans ce même état d'esprit ? Oui, exactement. Je vous écoutais, bien évidemment, et vous avez dit à un moment donné, effectivement, si on est dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain demanderait peut-être la négociation avec Hitler. Oui. Même malheureusement, je suis en train de penser que le régime iranien a organisé un piège et que le président américain est tombé dans le piège. Quel piège ? Même si effectivement, à un moment donné, il va se réveiller
mais peut-être que ce sera un peu tard, car le régime iranien, effectivement, avec ses ruses, avec ses démagogies, avec tout ce qu'il a comme élément, effectivement, de propagande, eh bien, aujourd'hui, a gagné, effectivement, cette manche en évoquant qu'effectivement, il veut faire de la négociation, mais on sait que le régime iranien n'acceptera jamais la négociation au sens initial, disons, de la négociation, c'est-à-dire les 4-5 conditions qui ont été évoquées par les Américains. Et donc, aujourd'hui, on est dans un mauvais contexte. Alors, vous êtes d'accord que hier, il y a eu une sorte d'espoir, on va dire même au sein de l'opposition iranienne, de voir en fait oui. un renouveau des combats avec la possibilité de frapper plus fort encore, de détruire des infrastructures, y compris des infrastructures énergétiques comme des usines pétrolifères. Vous pensez qu'Israël a raté une occasion ? Écoutez, la guerre, quand il a commencé, effectivement, c'était envisagé d'attaquer, frapper les installations du régime des gardiens de la Révolution, ainsi que les centres de décision, mais également les hommes donc, du régime iranien. Et que, par conséquent, quand Khomeini a été tué, c'était véritablement une grande victoire. D'un point de vue psychologique, effectivement, ça compte énormément. On l'attendait depuis 37 ans, effectivement, car depuis 37 ans, il avait le monopole absolu, comme Hitler, si vous voulez, là. Oui. Et que malheureusement, cette fois-ci, quand la guerre a démarré, comme vous l'appelez, la guerre de 17 heures, évidemment, il y avait un nouveau espoir en disant que cette fois-ci, allez, on va y aller jusqu'au bout. Mais en même temps, on sentait qu'effectivement, les Américains ne sont pas complètement d'accord. Il y avait de la négociation en cours, mais cette initiative, qui a été une initiative plutôt israélienne, a suscité pas mal d'espoir. Car vous savez, pour le peuple iranien, c'est la première fois dans l'histoire, effectivement, du peuple iranien qui est en train de renverser, qui tente à renverser l'islam politique en Iran, c'est-à-dire un fascisme chiite qui non seulement opprime le peuple, mais également qui provoque la guerre au niveau du Moyen-Orient, mais également le terrorisme, la guerre contre Israël, etc., etc. Et donc c'est une véritablement occasion, car le régime n'a été jamais aussi faible qu'actuellement, et que donc ce dernier, si vous voulez, moment, la guerre qui vient d'être arrêtée, effectivement, il y avait beaucoup d'espoir que cette fois-ci, non seulement le reste donc des grands dirigeants du régime islamiste qu'ils soient tués, mais également encore des centres, disons, des missiles et ainsi que d'autres, mais malheureusement, c'est arrêté trop tôt. Alors, comment vous expliquez que d'un côté, vous dites que le régime, il n'a jamais été aussi faible, et d'un autre côté, on a l'impression que c'est lui qui tire les ficelles, encore une fois, et c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui donne le ton par rapport aux États-Unis, et qui pousse d'une certaine manière Donald Trump à régler les problèmes le plus rapidement possible, en parlant d'abord de négociations avec les Iraniens, et puis par ailleurs, en poussant par exemple Benyamin Netanyahou à arrêter les hostilités. Mais écoutez, moi, il y a une thèse qui est assez répandue également dans les médias français quand il parle effectivement de la résistance et de la résilience du régime iranien. Je suis absolument pas d'accord, si vous voulez, avec cela. Car qu'est-ce qu'un régime ? Un régime, c'est à la fois militaire, mais également politique, mais également économique, financier, au niveau de la société, dans l'aspect administratif et tout ça. Et à tous les niveaux, sauf le côté, effectivement, militaire, c'est faible, c'est devenu faible. Oui, mais je vais citer, Didier, je vais citer un éditorialiste israélien que je citais dans la revue de la presse qui disait que on comprend pas que pour des leaders comme ceux du régime des Mollahs, eh bien, c'est pas vraiment important des dizaines de milliers de morts, c'est pas vraiment important de voir toutes les infrastructures détruites. Le principal, c'est que tant qu'ils sont là, eh bien, ils peuvent continuer à revendiquer leur idéologie, et que face à une idéologie comme celle des Mollahs, eh bien, c'est impossible d'en venir à bout, quoi. Mais écoutez,
la conclusion, ça se discute. Mais tout ce qu'il a évoqué comme élément analytique, c'est juste. Ce régime-là, il peut être encore et encore plus détruit, plus dévasté, si vous voulez, là. Ce régime-là peut se comporter comme Daesh, si vous voulez, là. Car c'est une idéologie islamiste, c'est une idéologie djihadiste. Même s'il n'a pas beaucoup d'éléments autour de lui, les derniers éléments de ce régime-là, ils vont se battre jusqu'au bout, si vous voulez. C'est la vengeance contre l'Occident, contre la civilisation, contre la liberté, contre le peuple. Et que par conséquent, en Iran, si vous voulez, eh bien, l'état de la population ne compte absolument pas pour ce régime-là. Et les installations, effectivement, civiles qui existent, ça n'a aucune valeur pour le régime, tant qu'ils sont au pouvoir, tant qu'ils sont effectivement dans le pillage donc, de la société iranienne, tant qu'ils sont effectivement dans cette corruption qui est généralisée, eh bien ces gens-là, ils ne vont pas lâcher. Et c'est pour cela que la guerre contre ce régime-là, la bataille contre ce régime-là était toujours indispensable. Mais on s'est réveillé tard et encore aujourd'hui, on le repousse pour encore être dans un cauchemar encore plus fort ultérieurement. Vous le savez, nous avons aujourd'hui en train de discuter ensemble, mais si le régime iranien, qu'est-ce qu'il a cédé? Il n'a rien cédé là, Oui. rien cédé. Donc le président américain qui annonce qu'effectivement il y a de la négociation en cours et tout ça, j'aimerais savoir où est l'état actuel donc de la situation nucléaire concernant les missiles, concernant le proxy. Concernant les proxys, le régime iranien, il est en train de défendre encore davantage la guerre, c'est en défendant bien évidemment les Hezbollah criminels. Alors en fait, vous dites que d'une certaine manière que Donald Trump, comme cela a été mentionné également hein, dans des commentaires, que Donald Trump parle anglais, il ne comprend pas le persan, il ne comprend pas l'état d'esprit, on va dire, du régime iranien. Il est en train de se faire manipuler, de se faire rouler dans la farine par même Mortaba Khamenei. Mais écoutez, certainement, peut-être qu'il ne comprend pas le persan, mais surtout ce qui est grave, il ne comprend pas l'islamisme là. C'est une idéologie islamiste et certains qui le présentent, qui présentent le régime iranien comme une volonté nationaliste. Non, absolument faux. C'est de l'islamisme, de la colonisation islamiste qu'il s'agit et que donc l'islamisme au niveau international a gagné de plus en plus, bien évidemment. Ça avance et cette fois-ci également, l'islamisme dans sa version chiite également a trompé le président américain, vu le contexte difficile pour le président américain, à la fois l'aspect électoral, mais également sa base et tout ça. C'est vrai, on le connaît, mais néanmoins, ils ont sous-estimé à la fois les capacités militaires donc, de ce régime-là, tout ce qu'il a dissimulé, mais également la violence de son idéologie, qui est une idéologie islamiste, qui est contre le monde, contre Israël, contre le peuple iranien. Le peuple iranien n'en veut pas. Et que, évidemment, tant que ce régime il est au pouvoir, eh bien, le diable absolu qui est au pouvoir. Alors, une dernière question, justement, concernant le peuple iranien. Avant le déclenchement de ce round de confrontation, il était question d'un soulèvement, ou même d'un mini-soulèvement de la part des lycéens, de la part des étudiants en Iran. Est-ce qu'on en entend toujours parler ou ça s'était estompé, on va dire? Mais écoutez, d'abord le système, le mouvement politique, le mouvement social, c'est pas à partir d'une règle mécanique, si vous voulez. Il y a tout un contexte à la fois sociologique, mais également psychologique. Et après, effectivement, tant de massacres, bien évidemment, en Iran, mais après, disons, l'Internet qui a été coupé. Et dans certains quartiers en Iran, effectivement, le régime barbare, avec ses proxys également islamistes, irakiens, afghans, etc., reste mobilisé pour faire peur également là. Donc, malgré cela, depuis 3 jours, on entend encore le cri donc, des élèves et le cri de certains étudiants dans 17 villes en Iran. Il y avait des mouvements des lycéens, si vous voulez là. Et toujours, ce qui est important, c'est à la fois de comprendre effectivement l'état de contraintes imposées au peuple iranien, mais sincèrement, quand on reçoit, quelques messages,
eh bien, à la fois les Iraniens, ils sont à la fois véritablement en colère par rapport à la situation imposée par le régime de Mollah, des criminels au pouvoir, mais en même temps gardent toujours un certain espoir pour redémarrer effectivement cette lutte contre le régime, disons, totalitaire, et que je pense que, encore, vous allez voir, eh bien, le mouvement n'est pas mort, le peuple iranien n'est pas mort, et on espère toujours avoir également une solidité au niveau international. Le peuple iranien également est reconnaissant, ça a été dit dans les différentes manifestations à l'étranger, mais certainement vous êtes au courant, y compris dimanche, il y avait une manifestation à Paris où j'ai participé. Véritablement, les Iraniens, ils sont reconnaissants vis-à-vis du peuple juif, car au niveau international, le seul peuple qui défend, qui soutient le peuple iranien, c'est le peuple juif. Eh bien, on en est conscient. Merci beaucoup, Didier, pour ces paroles importantes et même pour cette conclusion chaleureuse. Merci beaucoup de nous avoir donné votre sentiment après donc ce round de confrontation entre Israël et l'Iran. Bonne journée, à bientôt. Bonne continuation, Didier. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous allons parler avec le président de Kalita, qui est aussi le président de l'Alliance israélite universelle, notre ami Marc Eisenberg. Marc, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va parler d'un sujet qui est le sujet majeur de la paracha de la semaine qui passait, la semaine de la paracha de Shlach Lecha, qui est le dossier des explorateurs et que l'on peut et que vous souhaitez essayer de traduire dans le contexte de la réalité israélienne aujourd'hui. Un sujet dont on parle beaucoup, c'est, on va dire, le rôle des orthodoxes dans la société israélienne. Absolument. Alors, je vous propose de revenir sur cet épisode extrêmement important de la faute des explorateurs et de voir de manière précise qu'est-ce que la Torah nous indique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse a donné une mission claire aux explorateurs. Ils devaient aller voir le pays, 2 questions concernant le peuple, 2 questions sur la qualité du pays, si les villes étaient ouvertes ou bien c'était des places fortes, fortifiées, ce qui signifie que si c'est des places fortes, sans doute les habitants se sentent un peu faibles. Et enfin, si le sol était riche, cultivé, quelle était la situation de l'agriculture. Donc des questions précises. Et les explorateurs reviennent et répondent en partie à ces questions. Oui, ce pays, c'est un pays riche, où coule le lait et le miel, et reste d'abattre à la vache, mais les habitants qui y habitent sont puissants, et les villes fortifiées sont très grandes. Et on a vu des descendants des géants, on a vu Amalek. Première réponse des explorateurs. Deuxième réponse, ensuite, et ils disent, le pays que nous avons vu, c'est difficile de marcher contre ses habitants, car ils sont plus forts que nous. Bon. Donc, voilà le compte-rendu des explorateurs. Il faut souligner, pas de tous les explorateurs, hein, de 10 explorateurs sur 12. Voilà. Évidemment, on exclut Caleb et Yoshua, qui, eux, ont eu un discours tout à fait différent. Donc, ces 10 explorateurs donc ramènent ces informations, et l'Ahmadide demande quelle est leur faute. Ils ont répondu. Alors, la première faute qu'ont fait les explorateurs, c'est qu'en fait, ils n'ont pas respecté la mission, qui était de donner des faits objectifs, mais ils ont donné leur opinion. De la même façon, si vous envoyez, c'est Rabbi Amara, celui qui a écrit Akedat Yitzhak, qui donne cet exemple, vous envoyez un employé regarder pour l'achat d'un talit. Et vous lui dites, dans tel magasin, regarde si la laine est pure, si les tzitziot sont cachères, si c'est de bonne qualité, et combien ça coûte. Et l'employé revient et dit, c'est pur, c'est magnifique, c'est beau, mais ça coûte beaucoup trop cher, 1000 pièces d'or. On ne lui a pas demandé de donner son appréciation sur le prix. Donc là, il donne une première appréciation. Ce peuple est plus puissant que nous. Et ça va encore plus. Elle dit de manière plus claire. Alors, troisième intervention, après que Khaled lui-même ait intercédé pour le fait qu'on aille
en Palestine, en Israël, et qu'il fallait le faire. Et ils disent, ce pays dévore ses habitants, on ne peut pas y aller. Et ce sont tous des gens de haute taille, et nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, et nous considèrent comme des sauterelles. Donc là, clairement, ils prennent position. Et ils prennent une position contre l'annonce et les promesses de Dieu. Dieu nous avait dit, je vous donnerai cette terre. Je vous donnerai cette terre. C'est une promesse irrévocable. Comment ont-ils pu ne pas croire en cette promesse de Dieu? Et Rachi insiste, quand il est marqué « Ces hommes sont plus puissants que nous », mimez-nous, Rachi cite un midrash qui dit « Non, ils sont également plus puissants, miméno ». Qu'est-ce que dire miméno? Que lui. Dieu. De qui s'agit-il? De Dieu. Donc ils ont carrément dit que ces hommes étaient plus puissants que Dieu. Donc déjà là, on voit l'amorce de la faute des explorateurs, donner leur avis et donner un avis contraire, visiblement, à la position divine. Donc ça pose une question compliquée. Pourquoi ont-ils fait ça? Alors on a une première explication qui est une explication politique. Cette explication politique, c'est en fait, ils étaient, ces hommes, des hommes extrêmement importants, c'était les dirigeants, ces 10 explorateurs sur 12, les dirigeants des tribus, et les hommes pieux, des hommes reconnus par l'ensemble des enfants d'Israël, et ils se sont dit, si on rentre en Israël, il va y avoir une nouvelle organisation, il va y avoir une armée, et donc des chefs militaires qui vont prendre de l'importance. En Israël, on peut dire effectivement que même en politique aujourd'hui, les chefs militaires prennent de l'importance. Oui. Et puis, Josué va être encore plus qu'aujourd'hui le grand chef de tout ça. Nous allons perdre de notre influence. Donc, raison politique, on ne veut pas perdre, et ça c'est notamment quelque chose qui est explicité par le Zohar, de manière tout à fait explicite, on ne veut pas perdre notre influence, donc on va dire qu'il ne faut pas aller en Israël. Mais cette réponse paraît un peu insuffisante. Et moi, ce que je voudrais vous livrer, c'est la réponse qui me semble évidente et qui a été amorcée par 2 célèbres rabbins chassidiques, Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev et également Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Et ils ont dit, voilà, le problème, c'est que ces 10 chefs de tribu ont choisi de rester dans un niveau spirituel élevé. Et ils ont considéré qu'aller en Israël, c'était descendre de ce niveau spirituel. Qu'est-ce que ça signifie, ce niveau spirituel élevé? Et cette thèse a été développée magistralement par le rabbi Lubavitch. Et le rabbi Lubavitch a bien expliqué. Ces hommes-là ne pouvaient pas ne pas croire à la promesse divine. Ils ont assisté au miracle des 10 plaies, à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, la manne dans le désert. Donc, forcément, ces hommes pieux, religieux, respectés, savaient que si Dieu les aidait, ils pourraient conquérir Canaan, quelle que soit la taille de nos ennemis. Donc, en fait, ils n'ont pas eu peur de l'échec, ils ont eu peur de la réussite. Et ils se sont dit, dans le désert, qu'est-ce que nous avons? C'est parfait. On vit à proximité de Dieu, on boit l'eau dans les rochers, on reçoit la manne des cieux, on a les kavod et anan, les nuées de gloire autour de nous, nos vêtements ne s'usent pas, on n'a aucun problème matériel et nous pouvons consacrer tout notre temps à l'étude de la Torah. Ouais. Donc pourquoi allons-nous en Israël où là on devrait faire la guerre, on devrait labourer la terre, on devrait semer, récolter, on devrait entretenir un pays, monter un gouvernement, une économie, un système social. On va se noircir les mains. On va se noircir les mains. Et donc, plutôt que de se noircir les mains, restons dans une proximité de Dieu en tant qu'assistés dans le désert. Et certains rabbins ont dit, bon, on peut ne pas être d'accord, mais c'est peut-être une cause relativement noble. Eh bien, pas du tout. Ça n'est pas du tout une cause noble. Pourquoi ce n'est pas une cause noble? Parce que c'est ne pas comprendre ce que Dieu a voulu de la Torah. Dieu, il a voulu, comme dit le Rabbi Lubavitch, que nous soyons une demeure dans le bas monde. Dira Tartonim, une maison dans le monde matériel. Et c'est facile de trouver Dieu
si on est tout seul à étudier toute la journée. Mais c'est beaucoup plus difficile de trouver Dieu au bureau, dans les usines, dans les affaires, dans un repas au restaurant, etc. Or, c'est ça la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée, pour faire rentrer la Torah, la Shekhinah, la présence divine, à l'intérieur de notre vie de tous les jours, dans le monde matériel que Dieu a créé et qu'il a trouvé 7 fois bon. C'est ça l'intérêt de la Torah. Et donc, la Torah ne doit pas être cultivée en vase clos, elle doit être vécue dans le monde. C'est un défi très difficile, mais c'est les défis auxquels on est confronté et qu'on doit faire. Et c'est l'inverse de ce qu'ont voulu faire les explorateurs. Et donc la conclusion de cette réflexion, effectivement, elle nous conduit vers la réalité israélienne dans laquelle il y a une partie de la population israélienne, on va la nommer, ce sont les orthodoxes qui disent, nous conservons la flamme intacte, la flamme de la Torah, nous étudions la Torah tout le temps, et d'une certaine manière, ils ont quelques difficultés à s'impliquer dans la vie de la société israélienne, de la cité, mais c'est pas tout à fait exactement le même cas de figure, parce que les orthodoxes... quand même. Ça ressemble, effectivement, mais je vais me faire l'avocat. Ça ressemble, mais je pourrais dire, par exemple, pour faire l'avocat du monde orthodoxe, dire, oui, mais la Torah, pendant 2000 ans de diaspora, lorsque nous étions dans le désert de l'exil, eh bien, elle nous a préservés. Et c'est elle qui a permis, on va dire, au peuple juif de conserver son identité. Et aujourd'hui, il y a dans un monde orthodoxe qui vit en Eretz Israël, il y a effectivement cette nécessité de vivre dans la réalité israélienne, en particulier au moment de cette période de guerre, mais c'est pas tout à fait exactement le même cas de figure. Le fait d'avoir une période d'exil et qu'on se soit heureusement, on a survécu notamment grâce à l'étude de la Torah, ne change pas la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va en Israël, et si on est, qu'est-ce qu'on fait en Israël. Or, de ceux qui pensent, eux, ils s'occupent de la Torah, puis nous, on s'occupe du reste, et ceux qui pensent que c'est peut-être quelque chose de valable, je vous invite à regarder encore une fois avec attention ce qui s'est passé avec les explorateurs. Ce qui a été appelé par certains causes nobles a été puni extrêmement sévèrement. C'est-à-dire, ils ont réussi à manipuler le peuple. Et le peuple a décidé à déclamer « nous voulons partir, nous ne voulons pas aller en Israël puisque ça va être tellement compliqué de conquérir Israël, on n'y arrivera pas, et peut-être même, faut même peut-être rentrer en Égypte, en exil. Et nous allons changer de chef, fini Moshe et Josué et les autres, on va changer de chef, etc. » Donc, une révolte du peuple. Le peuple a été puni, toute cette génération, comme vous le savez, est restée dans le désert pendant 40 ans, et c'est une nouvelle génération qui a pu rentrer en Israël. Mais beaucoup plus frappant, qu'est-ce qui est arrivé à ces 10 explorateurs, ces hommes chefs de tribu? Ils ont été punis de mort explicitement par Dieu. Ils ont été punis de mort, et une mort immédiate. Et la Torah nous dit, ils ont eu un fléau qui les a tués tout de suite. Et dans le Midrash, il est expliqué, dans la Gemara, il est expliqué que ce fléau, c'était ils ont péché en faisant un lachon hara contre l'État d'Israël, contre Israël. La terre d'Israël. Et ce lachon hara, contre Dieu et contre Israël. Et ce lachon hara, ils ont eu une maladie qui a parti de la langue et qui les a immédiatement tués. Donc on ne peut pas dire simplement, d'après l'enseignement des explorateurs, chacun fait comme il veut. Non. Il y a une position très claire, vous devez participer à la vie de la Torah dans la société, se réfugier dans l'étude et encore plus refuser de rentrer en Israël, ou comme on l'a malheureusement entendu de façon sûrement minoritaire, mais on l'a entendu de certains rabbins haridim, si jamais on nous oblige de faire l'armée, nous allons quitter Israël. C'est une position qui n'est pas du tout la position de la religion juive. C'est une erreur grave. Et effectivement, je pense qu'on peut tenir compte, réfléchir, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans la spiritualité, qui ne veulent pas faire l'armée, qui ne veulent pas s'impliquer dans les affaires de l'État, sauf à recevoir des subventions. Mais ça n'est pas ça le bon message, ça n'est pas ça la bonne façon d'agir. Eh bien, on a bien compris le message. On est certain que cela suscitera des réactions, probablement, de la part de la communauté orthodoxe qui ne voit pas effectivement la réalité
de la même manière que vous. Merci beaucoup, Marc Eisenberg, de nous avoir donné votre appréciation et vos commentaires, les commentaires dont vous êtes inspiré, en particulier celui du Rabbi de Lubavitch. Donc, pour lire cette paracha de la semaine et sa traduction dans la réalité de l'État d'Israël d'aujourd'hui. On comprend, le débat, il est ouvert depuis longtemps et il ne fait que s'amplifier. Il est probable qu'il s'amplifiera en particulier pendant la période électorale. Merci beaucoup, Marc Eisenberg, d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner votre appréciation à ce sujet. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.